Bonjour à tous et bienvenue dans le 21e des prix de la saison, sûrement le plus long car nous avons trop de choses à nous dire. Déjà, Interlagos en temps normal c'est chargé, mais là en plus avec un sprint et surtout avec tout ce qu'il s'est passé, c'est absolument énorme. La liste des sujets qu'on a abordés fait froid dans le dos et quand on voit le classement à l'arrivée, on hallucine, notamment évidemment sur le podium, c'est le gros fait majeur pour nous Français. L'objectif, ça va être de revenir sur tout et tout le monde, c'est la promesse du Desprix, peu importe le temps que ça nous prend. J'ai tout revu, j'ai tenté de tout analyser, on va essayer de tout tirer au clair et vu la quantité d'événements et la quantité de détails, le contexte va énormément compter et pour beaucoup de pilotes, il y a du très positif qui est contrebalancé par du très négatif. Donc les mots d'ordre, comme d'habitude, ce sont la pondération et s'en tenir aux faits, c'est ce qu'on va essayer de faire dans le Desprix. On démarre avec un rapide retour sur la partie sprint, j'ai pas eu le temps de faire de pré-prix pour l'analyser durant le week-end, mais franchement il n'y a pas énormément de choses à dire, simplement je voulais revenir sur l'histoire de la consigne du côté de chez McLaren, de demander à Piastri de laisser la victoire à Lando Norris, et pour moi c'est juste de la pure logique, du point de vue de l'équipe c'est ce qui maximise la situation dans les deux championnats, et j'ai même envie de dire que ne pas le faire ça aurait été bête, ça aurait été joué contre l'équipe, contre ton propre pilote numéro 1, en tout cas le mieux classé au championnat. Donc c'était normal et nécessaire de mon point de vue, d'autant que ce n'était qu'une course sprint et qu'après Monza, ils nous avaient dit qu'ils allaient mettre en place des consignes pour aider Norris avec lesquelles Piastri était d'accord, donc il fallait le faire. Piastri lui-même n'a dans ce genre de cas aucun intérêt à refuser, puisque désobéir à un ordre d'équipe, ça n'est jamais une bonne idée, et là, ça ne lui aurait apporté que du négatif puisqu'il n'est pas en position de jouer quoi que ce soit ou d'exiger quoi que ce soit. Pour une sprint et pour un point, ça ne servait absolument à rien de détruire une relation de travail. Il se serait mis mal pour l'avenir au sein de l'équipe. D'autant qu'il a déjà pu coûter des points à Norris cette saison de plusieurs manières et qu'il a aussi eu une consigne d'équipe en sa faveur du côté de la Hongrie. Bref, l'équipe a été réglo avec lui et au contraire, je trouve que pour lui, la situation, elle est assez confortable puisque donner cette victoire, c'était un bon coup parce que là, il passe pour le gentil et il montre que ouais, il était devant, il était fort. Ça le met quelque part en position de force sur la journée du samedi par rapport à Norris. Il en ressort beaucoup plus vainqueur. C'est d'ailleurs gênant pour Lando d'avoir besoin de cette aide pour gagner la course sprint. Un candidat au titre ne devrait pas avoir à exiger cela de son coéquipier qui n'en est qu'à sa deuxième saison et qui en plus n'est pas forcément en grande forme. Mais ça, c'est la faute à une qualif sprint où Norris a été devant tout du long de 3, 4, 5, 6 dixièmes mais a raté sa dernière tentative, celle qui compte le plus. On y reviendra évidemment, mais déjà dès le vendredi, finalement, les failles de Norris étaient apparentes. Alors ensuite, dans l'exécution de la consigne, ça n'a pas été super fluide lors du sprint. Norris s'est un peu impatienté à la radio, il y a eu plusieurs hésitations de l'équipe, on n'a pas forcément tout compris. Mais voilà, j'ai envie de dire que c'était pas facile parce que derrière, il y avait Leclerc et surtout Verstappen qui suivaient de très près. Et surtout car il fallait certes donner la victoire à Norris, mais aussi s'assurer que Oscar restait deuxième, car sinon, ça servait à rien et t'avais juste enlevé la victoire à Piastri pour rien. Donc finalement, c'était pas si mal d'attendre et de se donner le DRS pour éviter que l'une des deux McLaren soit doublée. Le statu quo leur allait très bien et je pense clairement qu'ils ont toujours eu l'intention de faire le changement, on l'a entendu dans les radios et mon intuition, c'est qu'ils comptaient le faire dans la dernière remontée, juste avant la ligne, ce qui n'aurait pas forcément donné la meilleure image, mais ce qui était peut-être la manière la plus safe de le faire. Au final, ils ont saisi l'opportunité de la virtual safety car au moment où il y avait un gap avec Verstappen derrière, bref. C'était pas facile, mais le résultat est là, ils ont fait ce qu'il fallait à faire, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Au passage, oui, le timing de la VSC est bien tardif, il n'est pas bon du tout, il n'y a aucun complot évidemment. Comment expliquer qu'on aurait ici favorisé Norris alors qu'on ne l'a pas fait Austin? Bref, ça ne tient pas la comparaison sur plus de 2 courses, donc ça ne sert à rien de voir les choses comme ça. Mais voilà, il y a peut-être juste une lenteur que l'on voit un petit peu trop souvent du côté de la direction de course pour mettre des drapeaux rouges ou des safety cars. C'est pas la seule fois du week-end qu'on l'a vu. Il y a aussi Hülkenberg qui a continué un petit peu à rouler. Bref, il y avait une espèce de confusion dans une zone en plus où il est quand même hors trajectoire. Donc peut-être qu'ils se sont dit, bon, on va voir si on peut essayer de ne pas interférer sur la course. Et au final, ils ont dû se rendre à l'évidence que oui, il fallait une virtual safety car. Juste encore une fois, le timing est pas bon et forcément à poser des questions et des polémiques.
Allez, on ouvre maintenant l'immense partie course qui a été absolument historique et qui a démarré par un report de la qualification au jour du Grand Prix. Un fait extrêmement rare puisque ce n'était que la 6e fois, c'est dingue. Alors malheureusement, comme d'habitude dans ce genre de cas avec la pluie, on a le droit à des polémiques inutiles à base de « Oh avant, les mecs ils auraient roulé, voilà la F1 maintenant c'est des chochottes ». On l'a évidemment vu et lu partout, je ne vais pas m'étaler là-dessus, j'avais donné mon avis très complet sur ce cas de figure dans le déprix de Suzuka l'an dernier ou peut-être même 2022. Le focus, il est sur la sécurité et c'est juste logique, tant mieux, clairement. Et là, je pense sincèrement qu'on pouvait juste décemment pas rouler. Il pleuvait trop fort, il n'y avait aucune visibilité et surtout, certains virages étaient vraiment juste des piscines avec une eau qui ne s'évacue pas et vu qu'il y a du dénivelé, des fois ça faisait vraiment des flaques, bref, ça ne servait à rien de lancer la séance et on a vu lors de la qualification finalement du dimanche matin que les conditions qui étaient pourtant bien meilleures étaient déjà là, limite, et ont provoqué multiples erreurs de la part des 20 meilleurs pilotes du monde. Donc clairement, la qualif le samedi soir, elle ne pouvait pas se faire. D'ailleurs, le point final qui doit mettre fin à cette discussion, c'est le fait que l'hélico médical ne pouvait pas décoller. Donc à partir de là, on ne roule tout simplement pas. Du coup, Hamilton, franchement, c'était un échange très drôle. Et en vrai, il a raison dans le fond quand il vient dire à Dominicali qu'il lui faudrait de meilleurs pneus pluie, qu'il a envie de rouler. Oui, nous aussi, on voudrait voir les pilotes rouler, même dans les conditions les plus dantesques. Et c'est vrai qu'on a un souci avec les pneus full wet. C'est encore un des enseignements, en tout cas, de ce week-end. Mais le problème, il est bien plus complexe que ça. Lewis a voulu tenter un petit coup politique, c'était bien joué. Mais voilà, avec les voitures d'aujourd'hui et ce temps-là, franchement, personne ne peut y faire grand-chose du tout. Les qualifs, c'était donc dimanche midi, en tout cas matin du côté du Brésil, 7h30. Ça nous a fait une journée absolument exceptionnelle. Peut-être la journée la plus remplie de l'histoire de la Formule 1. En tout cas, on a été servi en événement pour quasiment une année entière. Et tout ça en seulement 6, 7, 8 heures. Bref, c'était absolument incroyable. Dans cette qualif, il y a eu 5 drapeaux rouges. C'est le record égalé sur une qualification. Il y a eu des résultats incroyables. Tsunoda 3e, Ocon 4e, Lawson 5e, Albon 7, Bottas 11. Et à l'inverse, Verstappen 13, Sainz 15 ou 14, Hamilton 16. Bref, c'était lunaire. La grille ne ressemblait pas vraiment à grand-chose. Et surtout, il y a eu 5 gros cartons pour Colapinto, Stroll, Alonso, Sainz et Alexander Albon. Et ça, quand on n'a que 3 heures avant le départ de la course, c'est une situation incroyable. Ça a créé une pagaille monstre. On se demandait qui allait prendre le départ. Est-ce qu'il y aurait des pénalités? Est-ce que d'autres pilotes du coup allaient gagner des places? C'était fou. Et à l'arrivée, Sainz a dû partir des stands. Donc il a perdu, je crois, 6 places par rapport à ce qu'il aurait fait s'il était parti sur la grille. Et Albon, lui, n'est pas parti du tout. Le crash était trop gros. On en reparlera à la fin évidemment, mais c'est une catastrophe absolue pour Williams, puisqu'il était 2e à 5 minutes de la fin de la Q3 pardon, au moment où il a pulvérisé sa Williams. C'est un gros coup. Je pense que chez Williams, ça devait être très dur à avaler hier soir. Mais en fait, la folie ne faisait que démarrer puisque dès le tour de formation, on a eu des dingueries avec Lance Stroll qui fait une erreur, va taper le mur avec son aileron avant et surtout se relance en piste en passant par le gravier et se tanque. Tout ça après 3 heures de travail acharné de ses mécanos pour réparer la voiture qu'il avait déjà crashée lors de la qualification. Voilà, il n'y a pas les mots, c'est une catastrophe absolue, peut-être un des trucs les plus ridicules qu'on ait vu en F1 sur ces dernières saisons. Sa partie sprint était déjà quelconque, sa partie Grand Prix, elle est juste honteuse. Voilà, 3 ou 4 fois par saison, il nous sort ce genre de truc. On a déjà eu Jeddah, on a évidemment eu Shanghai, on peut même citer Bakou, Singapour cette saison. Voilà, sincèrement, je pense que s'il ne s'appelle pas Lance Stroll hier, il aurait été en grand danger au sein de l'équipe. Là, au final, on n'en a même pas parlé. Et je suis même pas sûr que ça ait dérangé grand monde. C'est un peu triste. Et donc là, petit flottement, et c'est seulement quand les voitures sont déjà quasiment toutes arrêtées sur la grille pour ce qu'elles pensent être le vrai départ qu'on nous met le message tour de formation avorté. Et finalement, c'est là où Norris décide de se relancer. Dès qu'il voit le message, il est accompagné directement par Russell et Tsunoda. Les autres derrière vont mettre plus ou moins de temps à démarrer. Certains ne veulent pas, certains ne peuvent pas. Certains coupent leur moteur, certains vont se dire mais non, il ne faut pas y aller. D'autres foncent. Bref, il y a une immense confusion. Bon, très clairement, c'était une immense erreur. En vrai, c'est une infraction quand même extrêmement grave à la procédure, parce que quand il y a tour de formation avorté, on reste sur la grille, on ne s'aventure pas sur le circuit puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a. D'ailleurs, là, il y avait une grue, il y aurait pu y avoir quelque chose où on ne pouvait juste pas passer, ce qui aurait créé vraiment une grosse catastrophe. Ça a coûté finalement à Norris et à Russell une réprimande et 5 000 € d'amende.
Et en vrai, je trouve qu'ils sont très chanceux de ne pas avoir pris plus. Déjà, le montant de l'amende, c'est la moitié de ce qu'a pris Leclerc pour avoir dit un gros mot en conférence de presse. Voilà, sur l'échelle des gravités, je pense qu'il y a quand même un deux poids deux mesures dingue ici. Alors j'ai pas de précédent en tête d'un pilote ou de plusieurs pilotes qui viendraient faire un tour de formation supplémentaire qu'on ne leur a pas demandé, et en vrai c'était tellement n'importe quoi que dans tout ce week-end, dans tout ce Grand Prix, dans même la confusion de ce départ, je peux entendre le fait qu'on ait décidé un peu d'un non-lieu entre guillemets sur cette action, mais voilà, pour moi c'était une faute très très grave qui dans d'autres conditions aurait pu coûter très cher à ses auteurs. Et alors justement, il y avait discussion, qui étaient ces auteurs? Norris, c'est évident, hein, c'est le premier à se relancer, c'est le premier sur la piste, c'est très clair, c'est lui qui a la plus grosse responsabilité, mais derrière, les autres doivent-ils être considérés comme des acteurs qui ont fait une faute ou comme des victimes de la relance de Norris, puisqu'on suit le leader dans ce genre de cas? C'est dur à dire, en tout cas, il y a quand même des différences entre les pilotes, entre un Russell et un Tsunoda qui se relancent direct, ou entre un Ocon, un Leclerc, un Colapinto, un Verstappen qui, pour certains, avaient coupé leur moteur, ou en tout cas ont clairement montré qu'ils voulaient rester sur la grille à l'origine avant de se rendre à l'évidence puisque tout le monde est parti. Donc voilà, compliqué d'établir les responsabilités de tout le monde. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a dit, bon, allez, pénalité financière pour ceux qui ont vraiment déconné devant, et le reste, voilà, tant pis, on passe à autre chose. Ça sert à rien de modifier le résultat du Grand Prix. Bon, après ce flou, le vrai départ enfin, et un fait majeur puisque Norris perd encore la tête au départ au profit de George Russell, et ça va clairement déjà gâcher sa course puisqu'il avait bien plus de rythme que la Mercedes, il arrivait très clairement à la suivre, mais impossible de passer dans ces conditions, il a été bloqué 30 tours, il a perdu là des secondes qui sont impossibles à calculer. Je pense que s'il était seul devant, il s'échappait de manière assez violente. Mais en tout cas, ces secondes, elles lui auraient donné un matelas incroyablement utile lors du moment de l'arrêt au stand. Il aurait peut-être même pu s'arrêter sous la VSC, il aurait pu faire un arrêt gratuit peut-être. Bref, évidemment, ça ne se marche pas comme ça puisqu'on ne peut pas savoir ce qui se serait passé. Mais très clairement, ce départ a déjà quasiment tué la course de Norris, en tout cas sans le savoir. Il s'est tiré une immense balle dans le pied. Derrière, on a Leclerc qui prend la 5e place à Lawson, et puis on a surtout Verstappen qui éblouit absolument tout le monde. Son départ, son envol est absolument monstrueux. Il y a ensuite plus loin, 3e virage, un extérieur sur 3 pilotes. Il est déjà 10e au début du 2e tour, pardon. Donc en fait, finalement, de tout ce qu'il a fait hier, Max Verstappen, je pense que personnellement, c'est ce qui m'a le plus choqué. Dans ce genre de moment, on se dit vraiment qu'il vient d'un autre monde et que par rapport aux autres, il y a de très bons pilotes, mais lui, voilà, limite, faudrait pas le comparer, quoi. Ensuite, la situation se tasse un peu puisque Norris s'est coincé derrière Russell et que Verstappen a montré qu'il était le seul à pouvoir remonter, surtout quand Piastri lui laisse la porte grande ouverte. J'ai été un petit peu choqué personnellement, mais voilà, il bloque maintenant derrière Leclerc qui est lui-même bloqué derrière Ocon et Tsunoda. Pendant ce temps, on a Hamilton qui fait 2 erreurs au dernier virage et qui est passé d'abord par Colapinto, puis par Sainz et Biermann. Et puis là, vont arriver 6 tours fous qui vont faire basculer la course, voilà, du 6e au 30e. Alors d'abord, on a Leclerc qui passe au stand au 24e tour, on l'a un peu oublié, mais je pense que c'était un petit peu tôt. Alors oui, il commençait à galérer avec ses pneus, on a vu la Ferrari faire ça tout le week-end, mais il était à une bonne place dans le train des pilotes, je suis pas sûr que c'était à lui de s'arrêter en premier, et surtout, si tu tentes un undercut, faut ressortir avec de l'air libre et pas coincé derrière Hamilton et Colapinto. C'était contre-productif, c'était une erreur, je pense. Finalement, ça ne lui coûte presque rien, il a réussi à bien compenser et il ne lui a suffi que d'un tour dans l'air libre pour faire un undercut sur Tsunoda. Mais voilà, les 5-6 tours où il a perdu le contact avec ceux de devant, la course s'est jouée à ce moment-là, et bon, du coup, il s'est retrouvé un petit peu loin de l'action. Et puis après, justement, ça s'emballe. On a d'abord Piastri qui harponne Lawson, 10 secondes de pénalité méritée, et Hülkenberg qui perd le contrôle au premier virage et se coince sur l'ancien banking. Il ne peut plus bouger. Ça va donner une virtual safety car, mais juste avant qu'elle entre en piste, nos deux Français font 2 dépassements qui sont peut-être passés un petit peu inaperçus, mais qui finalement dans le déroulé de la course hier sont extrêmement décisifs. Gasly a doublé Piastri qui aurait pu le bloquer, et surtout Ocon a doublé Tsunoda. On n'a d'ailleurs pas du tout vu le dépassement. Esteban est devenu le meilleur des autres et ça change tout. Ça a même sûrement poussé Yuki à s'arrêter juste derrière. Sans ça, franchement, c'est pas du tout la même course.
Sous la VSC, Piastri, Alonso, Biermann, Hamilton, Sainz et Perez ont le temps de s'arrêter, pas les autres, hein, vu leur position en piste, mais ces pilotes-là ne vont finalement pas gagner grand chose. Et la VSC s'arrête pile quand les deux leaders veulent s'arrêter. En vérité, évidemment, c'est à ce moment-là que Norris et Russell perdent la course, mais ils n'y sont pour rien. Ils devaient s'arrêter à un moment, et vu que les pneus neufs marchaient vraiment beaucoup mieux, ils ne pouvaient pas attendre bien plus longtemps pour s'arrêter, les autres sinon les auraient dépassés avec les pneus neufs. Ils ont peut-être été un peu aveuglés par l'habitual safety car, ils n'auraient peut-être pas dû s'arrêter quand ils ont vu qu'il y avait marqué ending, hein, les équipes avaient l'information, mais voilà, même s'ils s'arrêtaient, j'ai envie de dire 2 tours plus tard, c'était pareil, ils ne pouvaient pas savoir que la course allait être stoppée et ce n'était pas à eux de miser sur un drapeau rouge, c'était pas leur course, donc franchement, on ne peut pas leur reprocher grand-chose. Juste peut-être à la place de McLaren, je ne sais pas pourquoi, ils arrêtent Norris en même temps que Russell alors qu'il n'y a pas de VSC. Voilà, peut-être que tu sais que si tu t'arrêtes en même temps, tu vas ressortir derrière alors que tu as une voiture qui a plus de rythme. Tente peut-être un tour dehors avec les pneus, tu vas peut-être lui faire l'overcut. Mais en tout cas, voilà, si tu t'arrêtes en même temps, ça sert à rien. Mais dans tous les cas, ça n'aurait rien changé au scénario. Les deux leaders ne pouvaient pas rester en piste bien plus longtemps, ça n'avait pas de sens. Donc finalement, ils ne pouvaient pas hier empêcher la défaite qui allait arriver, ils ne pouvaient pas du tout le prévoir. Ocon, Gasly et Verstappen, eux, ont pris la tête parce qu'ils ont décidé de ne pas s'arrêter, ils ont tenté, c'est évidemment a posteriori le mouvement qui leur a offert la victoire et le podium, mais désolé de le dire, sur le coup, c'était une bêtise. Sans drapeau rouge, ils auraient tout perdu, même juste avec une safety car, on l'a vu, ils avaient tout perdu. Le peloton s'était regroupé et ils ne s'étaient pas encore arrêtés alors qu'il fallait probablement le faire avant la fin de la course, sinon ils auraient trop galéré. Donc clairement, juste avant le drapeau rouge, la course des 3 pilotes venait d'être complètement tuée. Alors oui, on pourra toujours dire, ils ont tenté et c'est en prenant des risques qu'on réussit. Je suis d'accord dans une certaine mesure, mais là, ils ont juste mis leur destin entre les mains de la chance et le faire avec la voiture d'Ocon qui était déjà 3e de base et qui se serait retrouvé 9e, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution, alors que si tu l'arrêtais, tu restais 3e et tu avais un podium quasiment assuré. Le faire avec Gasly se tentait beaucoup plus puisqu'il partait 14e, il était 9e avant la première vague d'arrêt, donc là, oui, pourquoi pas, mais franchement, j'ai pas envie de dire qu'Alpine a fait vraiment une masterclass hier dans le sens où ils ont plutôt fait une folie qui s'est transformé en masterclass grâce à un coup du sort qu'ils n'ont pas du tout maîtrisé. Sur le coup, j'aurais peut-être préféré qu'ils fassent le choix rationnel, même si ça ne leur aurait pas donné le double podium. Je ne suis pas sûr qu'il fallait tout tenter hier, ils ont eu beaucoup de chance. Et c'est pareil pour Verstappen, du coup, même si je trouve que c'est un peu différent parce que lui, vu son début de course, vu la voiture qu'il conduit, je pense qu'il aurait eu moyen, même s'il n'y a pas eu le drapeau rouge, de ressortir 7-8e et d'aller rechercher une très bonne place à l'arrivée. Il avait raison de tenter très gros parce qu'il partait 17e de base et il a tenté de changer sa course. Ça a simplement beaucoup mieux marché que prévu. Donc pour répondre à ce qu'a dit Lando Norris après la course, oui, énorme coup de chance. Le drapeau rouge provoqué par Colapinto donne un arrêt gratuit au top 3 et change totalement la course. On n'aurait pas du tout eu ni le même résultat, ni la même lecture s'il n'y avait pas eu le crash de la Williams. Et c'était un pari qui n'était pas maîtrisé de la part d'Alpine et de Red Bull, c'est clair. Par contre, pour ce qui est de la partie pas de talent, vous allez voir, j'arrive dans quelques minutes parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire là-dessus. Au passage, juste avant le crash de la Williams, il y a eu une safety car qui a été mise par la direction de course vis-à-vis des conditions de piste. Elle a fait un petit peu de débat sur le coup, mais au final, elle était clairement demandée par la plupart des pilotes et en tout cas, aucun ne s'en est plaint après à l'arrivée. La piste était clairement en train de se gorger d'eau, on le voit sur le dépassement de Norris sur Russell, ça devient quasiment impraticable pendant peut-être un laps de temps de 5-10 minutes et c'est bien d'anticiper, de ne pas attendre qu'il y ait un crash pour sortir la safety car. Ok, pourquoi pas, même si on pourrait se dire ce sont des pilotes, laissez-les faire et s'il y en a un qui se crash, ok, allons-y. Peut-être que c'est ça qui a provoqué le crash de Colapinto puisqu'il y avait les pneus froids, etc. Mais quand même, je pense qu'à ce moment-là, c'était trop et que les pilotes sont quand même plus en sécurité et moins à même de faire une erreur quand ils sont calés derrière la safety car que lorsqu'ils tentent d'aller le plus vite possible sur une piste où tu peux faire un aquaplaning tous les 10 mètres.
Bref, nous voici à la relance du drapeau rouge une vingtaine de minutes plus tard où Ocon parvient à garder la tête et surtout à s'échapper, à creuser un écart sur Verstappen. Et oui, en fait, sous la pluie, déjà le niveau des voitures n'est plus du tout le même, ça change énormément de choses. Et puis en fait, il y avait quasiment aucune possibilité pour dépasser. Même si tu as plus de rythme, en fait, il n'y a pas de DRS, l'aspiration ne marche quasiment pas. Et surtout, tenter un dépassement est fou parce que la piste est beaucoup trop trempée hors de la trajectoire. Pour pouvoir tenter quelque chose, tu risques juste de te mettre en l'air et de détruire ta course, c'était infaisable. Du coup, Ocon est tranquille pendant qu'on a un Birman qui va à ce moment-là multiplier les erreurs. Il a vraiment vécu une course très très compliquée et qu'on a aussi Lando Norris qui en fait une nouvelle. Il se rate tout seul au virage 4 à la relance et repère la position qu'il avait regagnée un petit peu plus tôt de magnifique manière sur George Russell. Voilà, ça c'est une erreur clairement qu'un champion ne peut pas faire. Et puis, nouveau tournant, Sainz se plante en freinant sur une ligne blanche, nouvelle safety car, deuxième relance où cette fois Esteban Ocon se fait surprendre par Verstappen qui saisit sa chance et passe. Et évidemment, il ne sera plus revu puisqu'il avait plus de rythme et désormais la position en piste en sa faveur. C'était terminé. C'est là hier qu'il achève son œuvre, c'est là qu'il gagne la course. Il était intouchable ensuite. Juste derrière, Russell menace Gasly, mais le Français résiste, il valide ici son podium. Leclerc lui menace Norris et réussit à le passer avec un magnifique frein à l'intérieur, qui est tellement magnifique qu'il lui permet même de faire un double dépassement, peut-être le move de la course. Et surtout, fait majeur, Norris se rate encore et tire tout droit. Il est passé par Piastri qui lui rendra ensuite la position. Il y a eu 2 swaps chez McLaren, le samedi, le dimanche, clairement. Ça fait tâche pour Norris. Et puis ensuite, jusqu'à l'arrivée, ça ne bougera plus vraiment. On a un Leclerc qui va, comme tout le week-end avec la Ferrari, être un peu en difficulté sur les pneus et rendre la 4e place à Russell, mais réussir à garder la 5e. Piastri perd la P8 au profit de Tsunoda avec ses 10 secondes de pénalité. Hamilton, lui, va aller chercher le dernier point en profitant, encore une fois, de l'incapacité de Sergio Perez à doubler Liam Lawson. Ça l'a envoyé hors piste. Lewis s'est infiltré et c'est comme ça que s'est joué le dernier point de ce Grand Prix. Et c'est comme ça qu'on en arrive à ce résultat, à cet ordre final complètement fou. C'est dingue et très clairement, pour bien tout comprendre, il faut oublier aucun détail et c'est pour ça que ce récit était peut-être long, mais nécessaire. Bon, à l'arrivée, évidemment, plein de choses à dire, mais j'ai envie d'angler ça sous 2 questions. La première, en fait, c'est est-ce qu'Esteban Ocon aurait gagné si Sainz ne s'était pas crashé, n'avait pas provoqué une nouvelle safety car, parce qu'à ce moment-là, il creusait l'écart sur Verstappen. Sans nouvelle relance, le Néerlandais n'aurait peut-être jamais pu l'attaquer, comme il n'a jamais pu le faire sur Leclerc sur le premier relais, comme Russell n'a jamais pu le faire sur Gasly sur la dernière partie de course. Alors, évidemment, c'est dur à dire. Ce qui est très clair, c'est que c'est ce crash et cette nouvelle relance qui a enlevé la victoire à Ocon. Mais l'aurait-il conservé face à un Verstappen qui avait plus de rythme sur une piste séchante jusqu'à la fin? Voilà. Pour l'instant, impossible de dire. J'arrive pas à me faire une opinion précise. C'est d'ailleurs, je pense, impossible vu que c'est de la science-fiction. Mais j'ai quand même envie de me dire que, vu sa première partie de course et son rythme à la fin, il y a peut-être un moment où Verstappen aurait fait l'effort et ça aurait fini par passer. En tout cas, Alpine n'a rien fait de mal, il n'y a pas de regret et je crois même pas qu'on puisse incriminer la relance d'Esteban Ocon qui a été quasiment comme la première, max et juste max. Et à l'arrivée, ça fait quand même un double podium pour l'équipe, ça vient récompenser une saison de galère et d'efforts de la part de tout le monde, ça change complètement la donne aux constructeurs et ça donne cette image fantastique des 2 Français dont on connaît le passif mais qui viennent clore leur histoire de la plus belle des manières possibles. Franchement, c'était absolument inespéré. Même dans un rêve, dans un film, on n'aurait pas écrit la fin de l'histoire Ocon Alpine, Ocon Gasly de cette manière. C'est dingue, c'est magnifique et au final, on les a un petit peu oubliés, on les voit d'ailleurs jamais ensemble, même sur des photos, même jamais on ne les voit côte à côte. Et là, on s'est rappelé en fait que ouais, en fait, ils sont coéquipiers, ils sont français dans une équipe française, et en fait, ils sont bons, et en fait, ça marche, et en fait, l'image, elle est magnifique. Donc voilà, le fait qu'on ait pu se rappeler de ça hier, à 3 courses de la fin de cette histoire, voilà, c'est le plus beau cadeau d'adieu. Sur Alpine au global, la lecture du week-end évidemment est beaucoup perturbée par ce drapeau rouge et ce pari stratégique. Évidemment, c'est un braquage, c'est un coup de folie et ça ne représente pas leur vrai niveau. Mais il faut dire plusieurs choses positives parce que c'était mieux déjà.
dans la partie sprint, sur le sec, Gasly était pour la 3e fois consécutive le meilleur des autres lors de la qualif, celle du sprint, et a été le meilleur des autres lors du sprint. Il va chercher 2 points. Et puis voilà, ça prouve que les évolutions d'Alpine récemment, elles sont allées dans le bon sens. L'équipe est de nouveau capable de jouer le top 10. Alors il y a du moins bon, parce qu'encore une fois, c'est binaire, puisque la partie d'Ocon dans le sprint, elle est complètement inexistante, il ne se passe rien, et il faut aussi rappeler que dimanche matin, la qualif de Gasly a été détruite par un mauvais choix de pneus en Q2, mais voilà, la performance du dimanche, elle était là, elle est très costaud, puisque Esteban Ocon se qualifie 4e, et en course, il suivait les meilleurs, il n'était pas du tout arrêté sur la piste. Maintenant, j'ai envie de dire, peu importe le bilan complet d'Alpine et de la saison, on connaît le niveau de la voiture, le niveau réel, on le connaît aussi. Il faut juste retenir que le Brésil vient de donner une opportunité absolument incroyable de sauver comptablement et moralement cette saison cauchemar. Cette saison, elle devait finir dans la déprime à la 9e place. Elle peut finir dans la joie et dans un magnifique souvenir commun à la 6e, c'est dingue. Maintenant, il faut absolument s'accrocher, ce serait terriblement dommage de faire retomber ce soufflet sur les 3 dernières courses, de perdre la 6e place. Il y a des meilleures choses récemment chez Alpine, maintenant il y a un moral qui est retrouvé. Finir 6e permettrait d'adoucir une saison qui restera ratée quand même dans le fond et dans la forme, mais qui au moins finirait avec un climax inoubliable. Et puis ma deuxième question, c'est comment qualifier cette victoire de Max Verstappen entre chance et talent. Lando Norris penche pour la première option et il a raison dans la mesure où, même Max l'a dit, le drapeau rouge lui offre la victoire. Ça n'arrive jamais et Norris a perdu énormément sur ce coup du sort. Mais quand même, le départ de malade mental, le triple extérieur au virage 3, le fait qu'il ait été le seul à pouvoir faire des dépassements sur la première partie de course, la relance incisive pile au bon moment où il faut gagner sur Esteban Ocon et 2h30 de course sans la moindre erreur, alors qu'en ce moment il n'est pas en confiance dans la voiture, qu'il n'a pas gagné depuis 10 Grands Prix, que c'est lui qui à la base au départ de cette course a la pression au championnat et est en passe de faire une mauvaise erreur. Voilà. Comment peut-on dire que ça manque de talent ? Seuls les tout meilleurs de l'histoire auraient pu se saisir des événements comme l'a fait Verstappen hier. Point final. Alors oui, il faut pondérer en disant que sans drapeau rouge, il est sûrement 5e ou 6e. Il faut aussi rappeler qu'il fait une erreur dans le sprint au moment de la relance de la Virtual Safety Car, une erreur bête qui lui coûte 1 point. Il faut aussi dire que sa qualif elle est pas bonne et que ce n'est pas le crash de Stroll qui change quelque chose. Il était éliminé avant, son tour n'était pas assez bon. Mais la partition de Verstappen en course, dans le truc qui compte le plus, eh bien elle est juste magique, limpide, à la fois terriblement simple, ça va pas sembler difficile, mais juste voilà, efficace, implacable. On va le dire très clairement, si Norris avait conduit comme Verstappen a conduit hier, il aurait gagné avec 30 secondes d'avance, drapeau rouge ou pas drapeau rouge, safety car ou pas safety car. La vérité, elle est là et elle nous saute au visage pour facilement la 10e fois de la saison. Norris n'est pas du calibre de Verstappen et n'est pas du calibre d'un champion du monde alors qu'il a plus que clairement la voiture pour l'être. Il a même une voiture avec laquelle il aurait dû l'être, même s'il essaye sans cesse de minimiser ses chances, probablement pour ne pas avoir à assumer les responsabilités que sa voiture lui incombe. Ne pas réussir une nouvelle fois à garder la tête au moins jusqu'au premier virage, ne pas respecter la procédure de départ, ce qui est une faute absolument immense qu'on ne voit jamais, faire une erreur bête qui coûte à chaque fois une position lors des 2 relances, ne jamais sentir un coup stratégique et simplement copier Russell. Bref, on pourrait aussi ajouter le choke de la qualif du sprint qui lui crée une situation gênante le samedi. Bref, encore une fois, Norris avait tout pour un doublé sprint Grand Prix absolument magistral et il l'a gâché de manière magistrale alors que la performance était là. À ce niveau-là, c'est juste trop. Et imaginons qu'il n'y ait pas de drapeau rouge, il aurait quand même sûrement gagné vu qu'à ce moment-là, il était repassé devant George Russell. Encore aurait-il fallu qu'il ne fasse pas d'erreur dans la suite de la course. Mais potentiellement, imaginons même s'il gagne hier, j'ai le même bilan. Parce que sans drapeau rouge, sa course est déjà truffée de trop d'erreurs. Il a donné trop de possibilités aux autres et notamment à Verstappen. Désormais, le bilan est clair sur sa saison. C'est terminé, il ne sera pas champion du monde. Alors oui, c'est en partie parce qu'il affronte
un monstre et il faudra revenir sur cette saison de Verstappen en détail. Mais malheureusement, c'est aussi en immense partie parce qu'il a un petit peu tout fait pour ne pas l'être, pour ne pas être champion. Bon, on a évidemment déjà beaucoup parlé, mais il faut quand même faire un point complet sur tout le monde. C'est la promesse du Dépris. Chez Mercedes, pas de révolution, ils sont toujours décrochés à la régulière du trio de tête et leur voiture est toujours aussi catastrophique. C'était la seule à faire des étincelles hier. Elle peut vraiment partir en vrille à tout instant et elle a un comportement tout bonnement hallucinant. Oui, mais comme très souvent dans cette saison où il est largement sous-coté, d'ailleurs je pense que son week-end le sera également, George Russell a été absolument parfait. Il ne peut absolument rien prendre de plus. 6e lors de la qualif et du sprint, parfait. 2e lors de la qualif du Grand Prix sous la pluie. En tête pendant 30 tours et probablement au moins 2e s'il n'y avait pas eu le drapeau rouge. Il a été exceptionnel ce week-end. Pour moi, le meilleur de tous quand on prend tous les éléments en compte. Et il méritait mieux. Il s'est fait voler quelque chose hier. Ça contraste évidemment avec un Hamilton complètement perdu. Il n'arrive pas à se faire à cette voiture, à surmonter ses très très gros défauts. C'est forcément une question de style, je pense, mais j'ai envie de dire surtout de motivation face à la quantité d'efforts qu'il faudrait fournir pour le peu de résultats que ça permettrait d'obtenir, alors que dans 4, 5 courses, maintenant 3, il s'en va. Voilà. C'est logique qu'il ne fasse pas les mêmes efforts que Russell, ça se comprend. Il y a ça et il conduit une voiture terrible, c'est clair. Maintenant, je suis obligé de regarder la performance et ça ne l'excuse pas de tout. Voilà. Éliminé en SQ2, éliminé en Q1, coupable de très nombreuses erreurs en course où il se bat avec les Colapinto et les Biermann pour peut-être décrocher un point. Alors ok, la voiture, on a compris, et la blague sur le fait que la McLaren de Senna était meilleure était vraiment drôle, mais quand Russell est capable de mettre cette voiture en 2e position et qu'il lui met 1 seconde 4 en Q1, bon voilà, forcément, les plaintes d'Hamilton sont plus dures à prendre au premier degré. C'est juste que voilà, la situation, elle est terminée. Pour Ferrari, eh bien, je pense que la combinaison pluie et sprint leur a coûté cher. Ça ne favorise clairement pas leur voiture. On avait déjà vu leur rythme sur le mouillé au Canada. Ils perdent les avantages de la SF24 qui se met à manger les pneus. Et lors des sprints, ils ont toujours un petit temps de retard sur les autres parce que on le voit pour eux cette année. Plus l'effort est long, plus il brille. Donc clairement, le sprint, ça va à l'encontre de ça. Donc ça n'a pas été top, mais Leclerc a été un formidable leader pour l'équipe et il a quasiment permis de limiter la casse à lui tout seul. Il a été plus performant depuis le début. Il a pris le maximum dans la qualif du sprint et dans le sprint. Il n'a fait aussi aucune erreur lors de la vraie qualif. Il va en Q3. Dommage, il prend un bref drapeau jaune lors de sa dernière tentative. Il aurait peut-être pu partir un petit peu plus haut. Il fait aussi dans la course le double dépassement du jour. Et il va chercher une P5 malgré une stratégie pas géniale. Bref, vraiment un week-end très bon de sa part dans les conditions. C'est l'inverse pour Sainz qui a été non seulement en retrait d'entrée de jeu, on l'a vu dans la partie sprint où il n'a pas du tout pu suivre les leaders et puis voilà, il a vécu un cauchemar dimanche, il a fait partie des pilotes qui ont fait ce double crash en qualif, en course, voilà, il n'était pas à l'aise sous la pluie et finalement il nous a fait l'exact inverse de sa perf au Mexique et il pourra se dire ouf au moins j'ai gagné avant la fin de la saison, j'ai rempli mon contrat, peu importe ce qui se passe maintenant. Pour Racing Bulls, on a du positif avec 6 points marqués et des voitures qui ont été dans le top 10 tout le long du week-end. Mais je pense aussi qu'il y a des regrets vu les positions de départ, 3e et 5e. Tsunoda a été 3e ou 4e, mais sa course déraille au moment de l'arrêt. Il a été passé par Ocon. Il a vu Gasly Verstappen lui faire l'overcut avec le drapeau rouge. Il a aussi vu Leclerc et Piastri lui faire un undercut. Bref, il y a de la frustration à l'arrivée, mais c'est pas de bol. Notons quand même que Yuki a bien sauvé son week-end avec un excellent dimanche parce que sa partie sprint, elle n'était pas bonne du tout et elle le mettait en position très inconfortable. Lawson lui a encore marqué des points ce week-end, je trouve. Il a fait un excellent sprint où il se qualifie 8e et termine 9e, clairement devant Tsunoda. Il est aussi 5e lors de la qualif sous la pluie. Alors c'est derrière Tsunoda, mais c'est que 3 dixièmes derrière dans des conditions dantesques sur un circuit voilà, où il a quasiment aucune expérience. Donc franchement, c'était très fort. Son Grand Prix aussi, il est perturbé par la rencontre avec Piastri, même si tout n'a pas été parfait. Et à l'arrivée,
Il y a 2 points, juste derrière Yuki au classement à l'origine. Voilà. Pour moi, il arrive déjà à être au niveau de son coéquipier, comme s'il était là depuis longtemps. Et franchement, c'est très fort. Dans le contexte des pilotes Red Bull, il est en train très clairement de s'assurer un siège de titulaire pour l'an prochain. Un siège peut-être au profit de notre Sergio Pérez, qui n'a pas été le pire de tous ce week-end, clairement, car il a fait une qualif correcte sous la pluie, et car lui ne s'est jamais craché, contrairement à d'autres, même s'il y a eu un spin au départ du Grand Prix. Mais voilà, globalement, rien de neuf, on l'a vu sur le sec, il est toujours aussi loin, et sur le mouillé, il n'a jamais réussi à faire évoluer sa course, il finit même par faire une erreur en n'arrivant pas à doubler Lawson et par perdre un point. Mais bon, bref, rien de neuf sur Pérez, on ne va pas s'éterniser. Quant à Piastri, je reste encore un petit peu sur ma faim. Alors oui, bravo pour le sprint, il a su profiter de l'erreur de Norris en qualif pour être là, être propre et se mettre dans une position flatteuse, on va dire. Voilà, il n'y a rien à dire, bien joué pour ça. Sa qualif le dimanche, elle est propre, mais il n'est que 8e, j'ai envie de dire, dans la McLaren, et quand même à 1 seconde 3 de Norris en Q3. Et son Grand Prix, bah voilà, il est brouillon, il est marqué par plusieurs erreurs, dont celle sur Liam Lawson. Perso, j'en attendais un petit peu plus. Du côté de Haas, aucun point et un week-end très agité, puisqu'on a Magnussen qui est malade, Biermann qui a été excellent dans la partie sprint jusqu'à 2 tours de l'arrivée où ça a lâché et qui a été vraiment catastrophique lors de la course avec de multiples erreurs. On a Hülkenberg qui a galéré tout le long du week-end avec le grip, il n'a finalement jamais été là, tout le temps battu par Biermann. Et puis il faut rajouter le fait que la pluie, on l'a vu à chaque fois cette saison, elle n'aide absolument pas la Haas qui sous-performe dans ces conditions. Voilà, puis je l'ai dit, il y a les erreurs des pilotes en course qui finissent le travail. Un week-end sans points et très clairement à oublier. Williams, elle aussi, a fait un week-end ou plutôt un dimanche sans pilote en fait. Et peut-être maintenant même sans argent puisque hier, ils ont vécu une catastrophe morale, technique à tous les points, évidemment, avec le non-départ d'Albon et le crash de Colapinto et les 2 crashs en qualif, mais une catastrophe financière avant tout, puisque je pense qu'ils ont dû perdre 10 millions sur la journée d'hier, 8 en perdant la 8e place au profit d'Alpine, et peut-être voilà 2 ou 3 pour réparer les voitures. Déjà qu'ils étaient à la limite des pièces et à la limite du budget, c'est très douloureux, très douloureux. Ça vient d'ores et déjà clore leur saison 2024 qu'ils vont terminer 9e et sur les rotules avec les pièces qu'ils peuvent. Et j'espère que ça ne va pas entamer leur budget et leurs efforts pour la suite et 2025 qui est finalement le moment le plus intéressant pour Williams qui n'a pas eu de bol puisque ce déclassement et toute cette horreur du dimanche n'est pas mérité vis-à-vis de la performance qu'ils ont réussi à retrouver depuis 5, 6, 7 courses. Voilà. D'ailleurs, Albon passe 2 fois en Q3 ce week-end. Il y a de la perf, on ne peut malheureusement pas le voir en ce moment. Ces derniers temps, c'était à cause des départs. À Austin, à Singapour, à Mexico, à cause du refroidisseur sur la voiture d'Albon à Bakou. Et là, c'est à cause d'Albon tout seul qui a absolument tout gâché, qui je pense doit fortement s'en vouloir. Et puis pour Colapinto, les éloges sont mérités sur ce qu'il a fait lors des premières courses, mais voilà, depuis Mexico, il galère et il commence même à faire des erreurs. Vu son statut, il n'y a absolument rien d'illogique, au contraire, on s'attendait peut-être même à pire, et il a dans tous les cas déjà largement surpassé les attentes. Mais voilà, tout ça pour dire attention aux bulles spéculatives en Formule 1. Il y a 10 jours, il était incontournable, le pilote à ne pas manquer sur le mercato. Il lui fallait absolument un siège au point où Red Bull était peut-être même prête à se plier en 4 pour l'avoir. Voilà, doucement, en 2 mois, il est passé de 7e de F2 à coéquipier théorique de Max Verstappen. La vérité doit se trouver quelque part au milieu. Voilà, attention aux emballements fous en Formule 1, ça arrive malheureusement assez souvent et on ne retient pas trop les leçons du passé, c'est même contre-productif pour Colapinto lui-même. Quant à Aston, ils étaient la pire équipe lors du sprint, ils ont trouvé un peu plus de performance sous la pluie, mais leurs 2 pilotes se sont sortis, les mécanos ont travaillé comme des malades pendant 3 heures, Stroll a tout gâché au bout de 500 mètres et Fernando avait une voiture très mal réglée qui lui a détruit le dos au point limite de lui tirer des larmes à l'arrivée de la course, même si évidemment c'était aussi lié à tout ce qu'il se passe en Espagne, à Valence, etc. Toute cette horreur. Voilà, globalement aucun point et un week-end complètement douloureux pour Aston, c'est le seul mot à conserver.
Et puis on a Sauber, dernière une nouvelle fois, malgré tous les efforts d'un superbe Bottas que je veux encore une fois féliciter. Il se sort 2 fois de la Q1, il part même 11e pour le Grand Prix, 10e suite à la place libre laissée par Albon. Bravo, il aura tout fait pour se montrer. Maintenant voilà, le départ il n'est pas top, il perd des positions, il n'est déjà plus dans les points. Et après avec la Sauber c'est terminé. Alors que pourtant lui aussi, il a fait comme le top 3, il ne s'est pas arrêté jusqu'au drapeau rouge. Mais vu qu'il conduit une Sauber, il en a tiré absolument aucun bénéfice. Et puis on a Zhou, voilà, 2 fois dernier en qualif, comme d'hab, je crois qu'il est sur 8 ou 9, 20e place en qualification. Alors même si vendredi, il faut quand même dire à sa décharge qu'il n'a pas eu le temps à cause de l'équipe de refaire un dernier tour, mais voilà, c'est cata. Il n'a pas eu de crash ce week-end, c'est aussi à plébisciter dans un week-end où autant de pilotes ont fait autant d'erreurs. Lui n'en a pas fait, en tout cas pas de grosses. Mais voilà, il a vécu une saison complètement galère tout seul derrière. Allez, on fait un point sur les classements. 62 points d'avance désormais pour Verstappen. C'est dingue, on reviendra en détail sur cette saison à la fin, mais c'est fou. Il sera champion à Vegas, il termine devant Norris, il me semble. Leclerc, lui, a, je pense, assuré la 3e place et lorgne sur la 2e de Norris, seulement 24 points, même si ça risque d'être difficile. Russell, lui, redouble Hamilton, ce qui est quand même plus représentatif de la saison des deux Mercedes, clairement. Et côté français, Gasly est 12e avec 26 points, Ocon 14e avec 23 points. Ouf, ils ont quitté les profondeurs du classement. Côté constructeur, Ferrari perd au final 7 points sur McLaren ce week-end. C'est pas la mer à boire vu tout ce qui s'est passé, il n'y en a que 36 de retard. Pour moi, ils ne sont pas favoris, mais voilà, au moins, c'est pas fini. Les positions 3, 4, 5, elles, sont jouées. Par contre, Alpine qui passe 6e, ça c'est absolument incroyable. Et on va avoir une lutte folle jusqu'à la fin, puisqu'on a 3 équipes en 5 points. Et ça, c'est des gros enjeux, des gros billets qui se jouent. Et puis voilà, 9 et 10, ça aussi, c'est réglé. On passe aux notes, alors attention, il faut prendre en compte tout ce qu'il s'est passé, je serais ravi de me justifier plus profondément en commentaire si vous me le demandez, mais voilà, sachez que ça prend en compte tout et que j'ai besoin d'aide pour évidemment essayer d'être le plus juste possible. C'est dur de pondérer. Russell a la meilleure note, il a été absolument parfait. Il manque peut-être la petite étincelle pour le 9,5. Mais il a été fantastique, c'est le meilleur pilote du week-end pour moi. Verstappen, sensationnel dimanche, mais n'oublions pas la Virtual Safety Car en sprint, la Q2. Voilà, c'est très bien, il y a aussi le drapeau rouge qui change sa course, ne l'oublions pas. Gasly, n'oublions pas la Q2, n'oublions pas la chance du drapeau rouge, mais la partie sprint était déjà excellente et le Grand Prix l'a été. Ocon, s'il n'a pas 10, c'est qu'il a été absent lors de la partie sprint, mais son dimanche est complètement fantastique, un dimanche de rêve, 4e sur la grille, il a mené la course, il a été parfait, voilà, c'est incroyable. Leclerc, il est là, difficile de lui en demander plus, excellent pour Ferrari. Lawson, le résultat ne lui rend absolument pas justice, et il y a peut-être, c'est vrai, quelques petites bévues en course, mais il a été excellent lors du sprint, 5e sur la grille, il n'a pas eu de bol face à Piastri, il est déjà proche, voire devant Tsunoda, moi je trouve ça très fort. Tsunoda qu'on plébiscite, il aurait eu 9 si on comptait que le Grand Prix, mais il a été absent de la partie sprint, ne l'oublions pas. Bottas, dur de mettre mieux vu sa course quand même, mais bravo pour les qualifications, il ne peut pas faire grand chose de plus. Norris, lui, à 6, la performance pure, elle était là, mais il y a un choc en qualif du sprint. Il a eu chaud aussi de ne pas être éliminé en Q1 dimanche. Il y a toutes les erreurs du Grand Prix qu'on a évoquées dimanche et qui ne sont pas possibles. Piastri a la même note, bien joué pour le sprint. Même si bon, il bénéficie d'une erreur de Norris et j'ai trouvé son Grand Prix un petit peu trop chaotique et lointain. Perez, lui, n'a pas eu de crash, donc c'est à plébisciter, mais voilà, c'était comme d'hab, dur de remonter et il ne mérite pas de grosses sanctions, mais voilà, pas plus. Zhou, lui, non plus, pas de crash, mais quand même une très mauvaise note parce qu'il a été complètement largué. Alonso, il y a eu un crash lors de la qualif, son Grand Prix malheureusement injugeable, mais bon voilà, il n'y avait pas de performance. Bref, ça n'a pas été le pire du week-end, mais ça reste quand même un week-end globalement pour Alonso qui n'est pas là où il faut. Hamilton, lui, n'a aucun crash, mais a une très mauvaise note quand même, parce que voilà, éliminé en SQ1, en Q2, de multiples erreurs, c'était juste l'enfer malgré pas d'accident et des circonstances peut-être atténuantes. Hülkenberg, alors pas de crash en qualif pour lui, mais une petite erreur aux grandes conséquences en Grand Prix et surtout dominé par Biermann du début à la fin. Il n'a jamais trouvé la clé et il a fini par être disqualifié. Donc bon voilà, c'est quand même très très dur. Colapinto, lui, dans un apprentissage logique, mais il a fait le doublé, crash en qualif et crash lors du Grand Prix. Donc voilà, il a aussi été dominé globalement par Ocon à chaque tour de piste.
Sainz, doublé, crash qualif, crash Grand Prix et un clair manque de performance, c'était très dur. Même note pour Albon qui se crash en qualif et ça vaut quasiment aussi un crash en course puisqu'il n'en prend même pas le départ. Vu la situation de Williams et l'expérience qu'il est censé avoir, c'est une catastrophe. Il a coûté très cher à l'équipe. Peut-être qu'il mérite d'ailleurs la même note que Lance Stroll qui fait le doublé crash qualif, crash Grand Prix, qui en plus n'existe pas lors de la partie sprint et qui en plus sort du Grand Prix de manière ridicule. C'est dur, voilà mes notes, j'espère que vous m'aiderez à les ajuster. Vous voyez aussi celle des équipes, mix de performance pure, de maximisation, et on parle bien du niveau de l'équipe, voiture et garage, et pas des erreurs. Par exemple, du côté de McLaren, on a été détruit par le drapeau rouge et les erreurs des pilotes, mais la perf de la voiture, elle était clairement là. Bref, à vous dans les commentaires. Voilà, merci de votre écoute sur celle-là, c'était particulièrement important, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si c'est le cas, on se retrouve évidemment dans les commentaires pour discuter de tout ce qu'il s'est passé, je sais que vous allez avoir énormément de choses à me dire, je serai là pour vous lire, vous liker, vous répondre le plus souvent possible, j'essaie de le faire même si c'est pas évident en termes de temps et en termes de quantité, mais en tout cas, merci de votre soutien, très clairement, ça me régale de faire ces débriefs de course, ça me prend pas mal de temps, mais c'est mon pied, c'est ce que j'aime faire de ma vie, tout simplement. Merci, pensez au petit like si vous voulez m'aider et à vous abonner. Et on se quitte avec Enzo Ferrari qui en rajoute une couche sur un événement qui on a fini par oublier vu tout ce qu'il s'est passé. L'amende de Leclerc pour son gros mot du Mexique. Enzo nous dit que ouais, la FIA est bien chanceuse qu'il y ait eu tous ces événements sur la piste parce qu'au final, on oublie que dans ce week-end, ceux qui méritent la moins bonne note, c'est peut-être eux à cause de cette ineptie de pénaliser les pilotes pour des gros mots, parfois même dans des contextes où c'est pas un gros mot, bref, ça n'a aucun sens, ça n'a absolument aucun sens, et c'est rageant. Bref, à bientôt, on va prendre une petite pause, il y a 2 week-ends sans Grand Prix, et on revient pour le dénouement de cette saison 2024 qui aura été géniale, la meilleure depuis un long moment. À bientôt.